Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express, content de te retrouver en ce début d'année 2016 bien entamé. Nous aussi Bassam Tahan. Donc nous sommes aujourd'hui le 15 février et les événements se précipitent en Syrie, qui est votre pays d'origine, depuis que fin décembre, le 18 décembre, l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité ont trouvé un accord enfin pour un règlement de cette guerre qui dure depuis 5 ans. Nous sommes donc au 5e anniversaire de ce fameux printemps arabe qui s'est traduit en Syrie par une très très longue guerre que certains, notamment les Occidentaux, appellent une guerre civile et que d'autres, notamment le gouvernement syrien et ses alliés, nomment une intervention terroriste internationale soutenue par un certain nombre de pays, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie sur le plan régional, et même les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne sur le plan international. Donc cette résolution 2254 précise que la Syrie doit conserver l'intégrité de son territoire et qu'une solution politique doit être envisagée, négociée au cours de négociations qui doivent reprendre celle de Genève interrompue en 2013 ou 2014, pour un règlement politique donc qui doit être approuvé par les Syriens eux-mêmes, qui doit être pris en charge et approuvé par les Syriens eux-mêmes, ce qui dit bien les choses quand on considère l'implication internationale dans ce malheureux pays. Ces pourparlers donc ont commencé à Genève le 29 janvier, mais ils ont été rapidement interrompus par l'offensive de l'armée syrienne, appuyée comme depuis de l'intervention aérienne russe par l'aviation de combat russe. Le 1er février, donc le 3 février, les pourparlers ont été interrompus. Dernièrement, à Munich, dans le cadre de la conférence internationale sur la sécurité, un accord a été trouvé pour un arrêt des combats qui n'est pas un cessez-le-feu, précisons-le bien, un arrêt des combats dans une semaine, c'est-à-dire que nous sommes à quelques jours de l'échéance donnée par les négociateurs à Munich. Donc, nous avons depuis le début du mois de février une offensive à Alep, mais plus généralement une offensive sur un ensemble de secteurs, de fronts, qui opposent l'armée régulière syrienne et ses alliés kurdes dans le nord aux terroristes, à l'ensemble des organisations terroristes, principalement l'État islamique, mais également Al-Nusra et d'autres groupes affiliés. Où en est-on, Bassam Tahan, de la situation? Alors, vous avez dit Alep, vous avez raison de souligner Alep. Alep, c'est la grande ville industrielle. C'était une ville de 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a peut-être entre 500 et 700 000 avec ceux qui soutiennent le gouvernement légal et les rebelles. Mais entre Alep et la Turquie, le poste frontière de la petite ville de Azaz, il y aurait à peu près 30 000 terroristes. Mais pour la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Américains, ce ne sont pas des terroristes. Ça nous montre pourquoi la résolution 2254 n'a jamais pu être appliquée. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite n'est pas d'accord d'inclure dans les groupes terroristes Jaish al-Islam, l'armée de l'islam, Ahrar al-Sham, les libres du Levant, et j'en passe. Mais en fait, ce sont des sous-marques d'Al-Nusra ou de Daesh. D'où vient ce problème de non-application. Les Russes étaient, comme d'habitude, clairs, nets et précis. Un cessez-le-feu, oui, mais pas contre ces groupes terroristes. Ce qui a poussé la Turquie récemment, avant-hier et aujourd'hui même, hier également, à
utiliser l'artillerie lourde contre les Kurdes, l'Union démocratique des Kurdes, qui soutient le gouvernement légal et qui avance vers Alep et qui avance en même temps vers la frontière turque. Il en est de même du même parti kurde dans le nord, près de la ville de Qamishli et de Hasakeh. Les bombardements turcs donc visent deux grandes localités, l'une dans cette corne de Syrie dans le nord où il y a des chrétiens, des Kurdes, des Arabes et au nord d'Alep, la ville de Azaz. Donc là je crois que les Turcs veulent en fait que les Russes les bombardent, les attaquent derrière la ligne de front. Mais en fait, les Russes sont beaucoup plus subtils. Ils veulent donner une leçon à Erdogan, mais ils attendent qu'il entre, qu'il s'engage en Syrie, 5, 10, 15 kilomètres. Et à ce moment-là, la Turquie ne peut pas arguer qu'elle est membre de l'OTAN et qu'elle a été attaquée puisqu'elle devient pays agresseur. Elle occupe une partie de la Syrie. Aujourd'hui même, les Turcs se sont rétractés, ils ont dit qu'eux n'envisageaient nullement d'entrer en Syrie. Alors on va voir, est-ce que cette artillerie va continuer à bombarder? Il ne faut pas oublier également que la Turquie, durant ces 5 années, a été la base arrière de tous ces islamistes. Alors, avec l'avancée des Kurdes et l'avancée de l'armée syrienne et les bombardements russes, ce qui se passe, c'est que les terroristes n'ont pas cette circulation libre qu'ils avaient avant. Évidemment, en accordant une confiance aux déclarations russes, la Turquie continue à avoir des passages qu'elle garde pour entrer en Syrie, pour envoyer des terroristes. Où ça? Alors, il y a sur plusieurs points, la frontière est de 900 km, et la Turquie continue de dire qu'elle ne peut pas surveiller une frontière de 900 km. Raison pour laquelle Erdogan voulait construire un mur et tout. Vous voyez, voilà donc, si vous voulez, l'attitude turque qui est lâchée même par la France et l'Occident dans le bombardement des Kurdes. Mais en fait, le vrai problème, c'est à Alep d'abord. Si Alep est encerclé et libéré par l'armée syrienne régulière, les experts iraniens, le Hezbollah, les armées parallèles populaires de volontaires, pour ainsi dire, un grand terme, un grand point de cette guerre est déjà résolu. Oui. C'est-à-dire, on aura perdu une première manche. Oui. Ce matin est tombée une dépêche en russe disant que les Kurdes mènent une offensive dans le nord d'Alep. Alors ma question est la suivante, pensez-vous que Alep puisse être libéré dans un temps proche, limité? Peut-être. Même si Alep n'est pas libérée, si elle est encerclée, vous savez, on a vu des scénarios pareils. Les islamistes qui sont dans la partie est de la ville d'Alep vont connaître bientôt l'embargo, la famine, comme on a vu ça dans d'autres villes syriennes. C'est-à-dire, même si l'armée syrienne n'entre pas, ne libère pas tous les quartiers, ces quartiers n'auront plus de provisions, soit ils se rendent, voyez, soit ça peut durer un peu plus longtemps. Mais si la route entre Alep et la Turquie est carrément coupée par les forces syriennes, les islamistes d'Alep n'ont aucune chance. Ce qui semble être le cas d'ailleurs, oui. Puisque ce sont les Kurdes qui ont coupé cette voie d'approvisionnement. Pas que les Kurdes. Les Kurdes ils ont repris l'aéroport de Menner,
la ville de Azaz. Il s'approche de la ville Azaz, qui est à 5 km de la Turquie. Hein. C'est un poste frontière. Mais par ailleurs, l'armée syrienne a nettoyé, j'utilise le même terme, n'est-ce pas, dans les bulletins d'information de la télé syrienne, a nettoyé tous les villages des deux côtés de l'autoroute qui conduisait vers la Turquie. Mais ça, c'est une première manche. La seconde manche de cette guerre, et qui est très importante, c'est que l'armée syrienne avance vers Raqqa, la capitale de l'État islamique. Dans l'est de la Turquie, donc. De la Syrie, pardon. C'est-à-dire, Raqqa se trouve au nord-est d'Alep. Elle communique avec l'Irak, avec Mossoul. C'est toute cette nouvelle frontière qui s'est créée avec l'avancée de Daesh. Or, l'armée syrienne, avant-hier, est arrivée à quelques kilomètres de la limite de la province de Raqqa. Et occupe notamment les hauteurs. Voilà. Donc, ils peuvent attaquer Raqqa. Or, c'est ça qui inquiète beaucoup et l'Arabie saoudite, et la Turquie, et les Américains, et les Occidentaux. Parce que, aujourd'hui, c'est une course contre la montre. Si les Russes, avec les Syriens, arrivent à déloger Daesh de Raqqa et investir toute la ville, ce qui est fort possible, parce que Raqqa est bombardée par les Russes pratiquement tous les jours. Ce qui dément ce que disent les Américains, que les Russes ne bombardent que les modérés, que je sache, Raqqa, capitale de Daesh, n'abrite pas des modérés. Hein. Donc, on a les Kurdes qui viennent du nord de Raqqa, hein, du nord-ouest. On a l'armée syrienne qui avance du sud-est. Mais il ne faut pas oublier que les Américains sont en train d'emménager, d'arranger un petit aéroport à Mélène qui se trouve entre Deir ez-Zor et cette corne de Syrie. Ce sont les champs de pétrole syriens. Et il y a un petit aéroport. Il y a quelques jours de ça, les Américains sont entrés par la Turquie et ils ont investi cette localité. Ils sont en train d'agrandir, d'élargir les pistes de l'aéroport. Et tout porte à croire que le plan des Américains avec les Saoudiens et les Turcs, c'est de ne pas permettre à l'armée syrienne, soutenue par les Russes, de gagner la bataille de Raqqa. Parce que on a, si vous voulez, deux possibilités. Si les Américains foncent et arrivent à récupérer Raqqa de ce petit aéroport de Mélène, qu'ils sont en train d'aménager, ce serait très difficile après aux Russes de s'attaquer aux forces américaines dans Raqqa, puisqu'il y a des accords comme quoi on lutte contre le terrorisme. Mais si on inverse le cas de figure, si les Russes arrivent avant, avec l'armée syrienne régulière, il en est de même pour les Américains. Ils ne peuvent pas s'attaquer à Raqqa alors qu'elle est libérée et investie par la Russie alliée d'Assad. Donc, c'est en ce sens que ce qui se passe sous nos yeux est très important pour les pourparlers à venir, les négociations. Et c'est là où on voit la bêtise et le manque d'intelligence, la courte vue de ce qu'on a appelé l'opposition de Riyad. C'est des gens qui font la fine gueule en disant « on vient à Genève, on ne vient pas », comme j'ai dit. Le fameux haut comité de négociation qui est présidé par un certain Riyad Hijab. Qui était l'ex-premier ministre qui a quitté il y a de ça 4 ans, hein, qui s'est enfui. On lui avait proposé 50 millions de dollars, je crois, et puis il s'est réfugié d'abord au Qatar, puis en Arabie Saoudite, voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'à vouloir trop faire le fier, on va à Genève, on ne va pas, comme j'ai dit en rigolant un peu, l'armée syrienne régulière arrivera à Genève avant eux. Parce que là, l'armée est à quelques kilomètres et sur le point de prendre Raqqa. Donc, si Raqqa tombe, que la ville d'Alep
soit libérée entièrement ou pas, peu importe, parce qu'elle sera encerclée. C'est comme si elle était libérée. Alors là, l'Arabie saoudite a dépêché 20 avions et est prête, soutenue par le Qatar, les Émirats, à envoyer des troupes au sol. La réaction du ministre des Affaires étrangères syrienne était très claire. Moallem, on va vous les renvoyer dans des cercueils. Parce que toute force étrangère qui intervient en Syrie sans l'autorisation de la Syrie, c'est un acte de guerre, une agression. Alors là, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est tout simple. La Turquie va essayer de continuer à affaiblir les Kurdes et peut-être d'engager des forces. Mais en fait, les Américains, je crois, qu'ils jouent très bien. Dans quel sens ils jouent très bien? Vous connaissez mon explication de l'attitude américaine vis-à-vis de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats, le Qatar sont des souverainetés financières énormes. Chacun des pays cités a des billions. Pour la première fois de leur histoire, ils connaissent des déficits budgétaires. À cause du prix du pétrole qui est en baisse. La Turquie également. La chute de la livre turque. C'est peut-être pas si innocent que les États-Unis fassent croire à ces pays-là qu'ils sont derrière, ils les soutiennent. En fait, c'est une guerre d'usure. Et en même temps, ils estiment que par cette guerre d'usure, vu que la Russie s'est investie vraiment en Syrie, ça va être une guerre d'usure également pour la Russie. Et également pour l'Iran. Vous voyez? Maintenant, en attendant, ce qui est vrai dans tout ça, c'est que l'économie américaine, pour la première fois depuis des années, n'a plus vraiment de chômeurs. Toutes les usines d'armement fonctionnent. En fait, cette guerre de Syrie devient une guerre de vente d'armement. Et là, je suis désolé, malgré la subtilité américaine, il y a une autre qui est aussi subtile, qui est celle de la Russie. Parce que pour le moment, la force des armes américaines, on ne l'a pas vue. Elle est absente. Au contraire, ils se sont déconsidérés, ils sont restés plus d'un an et quelques mois, ils n'ont rien pu faire contre Daesh. Alors que la Russie a montré ses nouveaux missiles de croisière, a montré ses sous-marins, ses bâtiments de guerre, ses S-300, ses S-400. On parle même des S-500, hein, on ne l'a pas dit, mais il y aurait peut-être la nouvelle génération des S qui est installée en Syrie. Et une nouvelle génération d'avions de combat polyvalents. D'avions de combat, les Sukhoi, et puis tous les bombardiers stratégiques, enfin la guerre électronique. Selon les experts, même français, à ce niveau-là, les Russes battent à plate couture les Américains dans le système de brouillage et dans tout ce qui est aviation, pour le moment. Alors, ça met mal la France qui veut vendre des Rafales, les Américains qui veulent vendre la nouvelle forme des F-16. Hein. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'armement, mais pas que. C'est que les Américains, comme je l'avais dit précédemment dans d'autres vidéos avec vous, c'est que cet État de Daesh, ils ont toujours rêvé de le décapiter et de créer un État sunnite à cheval entre l'Irak et la Syrie, et comme ça, l'intégrité territoriale et de l'Irak et de la Syrie n'existerait plus. Un État sunnite dirigé par une opposition modérée. Par une opposition modérée et sous la tutelle d'un grand pays sunnite qui est la Turquie. Mais il y a un écueil cependant, parce qu'en créant cet État va être pris en tenaille déjà par les deux Kurdistans. Pour le moment, le Kurdistan d'Irak s'entend avec Erdogan pour le pétrole. Hein.
le Kurdistan turc, je ne crois pas qu'ils vont arriver à un cessez-le-feu ou à une paix. Au contraire, Erdogan, auparavant, ne touchait pas aux Kurdes démocrates de Syrie. Aujourd'hui, il a contre lui toute la nation kurde du monde entier. Vous ajoutez à cela que si l'armée syrienne, d'ailleurs on a parlé d'Alep, on a parlé de Raqqa, on a oublié de parler du sud. À Daraa et face à Israël, l'armée syrienne aussi a repris les choses en main. Et là, on voit dans les déclarations du roi de Jordanie de plus en plus, enfin, des nuances. Compréhension. Voilà, que lui n'a rien contre la Syrie, au contraire, mais en fait, c'est une défaite. Les gens qui ont été entraînés par les Américains, les Français, les Anglais en Jordanie ont essuyé de lourdes pertes et se sont retirés de toute la région de Daraa, voyez-vous. Donc voilà, aujourd'hui, cette course vers Raqqa est en fait une course entre deux grandes puissances qui veulent peut-être, avant de s'asseoir à la table des négociations, avoir des gains sur le terrain. Alors, Bassam Tahan, vous parliez tout à l'heure d'une guerre d'usure. Vous semblez hésiter dans tout ce que vous nous dites entre cette guerre d'usure que voudraient les Américains pour affaiblir leurs adversaires et une prise de contrôle rapide et qui se réalisera bientôt de l'ensemble du territoire syrien par l'armée régulière syrienne appuyée par l'aviation russe. Vous parlez de cette confrontation entre les deux puissances russes et américaines. Les Russes, eux, ne sont pas sans comparer la situation actuelle en Syrie avec la situation de la Deuxième Guerre mondiale à partir de l'offensive russe, la contre-offensive russe de 1943. C'est au moment où les Russes s'approchent de Berlin que les Américains finissent par débarquer en Normandie et par se dire il ne faut pas que les Russes aillent trop loin dans leur contre-offensive. Est-ce qu'on n'a pas là affaire à au même cas de figure avec Raqqa tenant le rôle de Berlin? Et pensez-vous que le projet américain donc, de création d'un Sunnistan dirigé par une opposition modérée, entre guillemets, a des chances de voir jour, comme le mur de Berlin a été érigé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, votre parallèle est très juste. C'est à celui qui arrivera le premier, d'abord devant le monde entier à dire qu'il a terrassé Daesh et qu'il a repris la capitale. Maintenant, la route de la soie veut que, vous savez, Mossoul, Raqqa, Antioche, tout ça, c'était la même ligne. Donc, ça parle aux Américains de créer ce Sunnistan, un nouveau stand pour les sunnites. Et alors, la guerre d'usure va surgir après, si vous voulez. C'est-à-dire que même si les Américains arrivaient à Raqqa, moi je crois que ce ne sera pas possible pour eux. Parce que de Ormelan à Raqqa, pour s'avancer, il faut des troupes au sol. Ils n'ont pas ces troupes au sol. Ces troupes au sol peuvent venir de la Turquie. Et là, les Russes attendent les Turcs. Alors là, si jamais Erdogan envoie des Saoudiens du côté turc pour prendre Raqqa, là, c'est une occasion au nord pour Poutine pour les massacrer, parce qu'il leur a dit, il y a une vengeance une justice à rendre, appelez ça comme vous voulez, et là, il y a une raison, la Turquie devient un pays agresseur, les Saoudiens au sol avec les Émiratis entrent en Syrie sans aucune autorisation du gouvernement syrien. Je crois que, vu les forces en présence, la Russie avec toute sa flotte aérienne, là, à nouveau, un bâtiment de guerre lance-missiles vient d'aller vers la côte syrienne, encore un antimissile, justement.
et anti-aviation. Donc, je ne pense pas que les Américains vont gagner cette bataille. Tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est que ça dure, c'est vrai, et que ça fasse de l'usure. Ils se disent, la Russie va être obligée d'affronter l'Ukraine, de supporter les sanctions, de supporter la chute du prix de pétrole, de continuer cette guerre en Syrie, alors que nous autres Américains, hein, on envoie des avions qu'on vend en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar, c'est pas nous qui payons finalement. Alors, oui, mais ça risque de se retourner contre eux, parce que la Russie a d'autres voies pour connaître une embellie économique. Ses accords avec l'Iran, la levée des sanctions avec l'Iran, tous les accords de Shanghai, le rapprochement de la Chine. Donc, je ne pense pas que les Américains arriveront à saigner à blanc la Russie. Peut-être qu'ils vont s'orienter vers le scénario qu'ils ont utilisé dans le monde arabe, à savoir les loups gris, les Géorgiens, les Tchétchènes islamistes, ils vont à nouveau les envoyer. Mais là aussi, on a appris récemment, pour montrer la force des renseignements russes, qu'il y a des Tchétchènes qui ont infiltré les islamistes tchétchènes qui sont en Syrie. Et c'est grâce à cette infiltration que les Russes ont découvert qu'il y avait des attentats qui allaient avoir lieu à Moscou, un peu partout en Russie. Donc, le scénario américain reste le même. On continue à affaiblir l'Arabie Saoudite au Yémen, dans la guerre du Yémen. On fait croire à ces pays qu'ils sont forts, qu'ils peuvent faire la guerre. Avec leur mégalomanie, ça va marcher. Hein. Et on attend peut-être qu'on peut créer une révolte intérieure en Russie, que par exemple les conditions du quotidien économique en Russie va se dégrader et on peut croire à un petit printemps russe contre Poutine. Mais là, je crois que les Américains rêvent et s'éloignent de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, Poutine fait l'admiration de beaucoup d'Américains. Même quand on parle, moi, hier j'écoutais... Notamment des deux candidats qui ont des chances d'être élus. Exactement. Et même en Israël, quand on évoque Poutine, on dit le bulldozer Poutine. Et que le bulldozer Poutine va balayer la présence américaine. Ben, vous voyez, pour résumer, qui arrivera le premier à triompher de la capitale de Daesh, à Raqqa, aura gagné la grande bataille de Syrie. Et personnellement, je crois que ça ne va pas être les Américains ou l'Occident ou la coalition occidentale, surtout avec le départ, enfin, tous ces changements politiques qu'on a. Merci Bassam Tahan. L'avenir nous dira donc qui sera vainqueur de cette course pour la libération de Raqqa. J'espère que les événements ne vont pas démentir cette analyse que je viens de faire. Merci Eurasie Express. Merci à vous Bassam Tahan, nous verrons bien. Merci.